Alors, Francine Dardenne a donné pouvoir à Madame Ponsard. Pascal Musson, il est là. Catherine Guigli a donné pouvoir à Aurélie Poyot. Surprise, surprise. Comment? J'ai pas tout entendu, donc c'est pas grave. Maurice Dufour. Maurice Dufour a donné pouvoir à Nicole Guérin. Marie Marcello, elle ne devrait pas tarder d'arriver, je pense. On verra plus tard. Didier Marcadet, il est présent. Nicole Guérin aussi. Mohamed Jeffal, présent. Claude Jiménez a donné pouvoir à Alain Prorel. Alain Nicoloso a donné pouvoir à Éric Pétieux. Marie-Hélène Ponsard est présente. Alain Prorel. René Pételet. Éric Pétieux. Laetitia Caudury. Mireille Fabre. Yvon Aiguier. Pascal Brunet a donné pouvoir à Laetitia Caudury. Jacques Jalade a donné pouvoir à René Pételet. Quelle hémorragie. Fanny Bovetto est présente. On verra. Monsieur Bruno d'Aventure. Séverine Rapanoël. C'est pas là? Elle va arriver. Madame Estachi est présente. Monsieur Stéphane Simon. Monsieur Christian Ferru. Madame Valdener. Monsieur Nussbaum. Madame Mescalier. Monsieur Sabin-Roubaud. Et Monsieur Philippe Cézanne. Il y a une hémorragie à droite aussi. Peut-être qu'ils viendront un peu plus tard. Très bien. Secrétaire de séance, Monsieur Mohamed Jeffal. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bien. Voilà. Alors, vous avez reçu le compte-rendu des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques sur ces décisions? Oui. C'est pas sur. Excusez-moi, c'est pas sur le compte-rendu même. Je sais pas si vous avez reçu de la RBA un courrier aujourd'hui. La RBA. On l'a tous reçu et on se pose des questions parce que bon, je veux bien que la RBA ait des excédents, mais envoyer à tous les abonnés un tel courrier. Alors qu'on n'est pas 47 centimes multipliés par 4. Vous avez vu le contenu, monsieur le maire, du courrier? J'ai vu le contenu, c'est une obligation légale à faire dans les délais. Ah ouais? Et un problème aussi de surpoids si on l'avait mis dans l'enveloppe, parce que figurez-vous que j'ai eu le même questionnement de vous quand j'ai reçu ceci hier, et donc j'ai téléphoné au directeur immédiatement. Et l'explication, c'est que comme normalement il y a 3 feuillets, si on avait mis cette feuille, il y avait 3 feuillets, la machine à plier n'en prend que 2, enfin bon, voilà. On m'a donné les explications, mais de toute façon ici, c'est pas la RBA qui siège. J'ai des remarques à faire, vous les ferez aux gens de la RBA. Madame Valdener vient d'arriver. Monsieur Simon, c'est toujours sur les décisions et le compte-rendu. Non, c'est toujours. Alors, par rapport ça sera après, Monsieur Simon, s'il vous plaît. Hein? Là, on est sur les décisions et sur le compte-rendu. Donc, s'il y a des questions sur les décisions et le compte-rendu, je vous donne la parole, sinon on verra dans les questions diverses. Le compte-rendu des décisions du maire, hein, c'est écrit en toutes lettres sur le document que vous avez. Voilà. Bien, c'est bien parti. Alors, Madame Guérin, vous allez nous parler de la subvention fonds thématique. Oui, monsieur le maire.
Pour la bibliothèque municipale, en plus de son budget d'acquisition habituel, souhaite développer un fonds thématique qui s'intitulera Comprendre le monde aujourd'hui et qui s'inscrit dans la dynamique citoyenne impulsée par la ville de Briançon. Pour cela, elle souhaite solliciter le Centre national du livre qui apporte une aide au développement des fonds thématiques. Cette aide est apportée sous forme de subventions données pour l'acquisition des livres et cette aide doit être à parité avec la collectivité qui la demande. Donc, dans le cas présent, pour développer ce fonds thématique, d'une subvention de 2 000 €. Elle va donc solliciter 1 000 € du Centre national du livre et la commune abondera pour ce projet à hauteur de 2 000 €. Le plan de financement est derrière la délibération et il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter la subvention auprès du CNL et de l'autoriser également à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Des demandes de parole, non? Donc je mets cette délibération en voix. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Donc je signale que Madame Marie Markello est arrivée, que Séverine Rapanoël est arrivée, que Madame Valdener est arrivée et que j'ai un pouvoir de la part de Madame Valdener pour elle-même, de la part de Monsieur Sabin-Roubaud. Alors, deuxième délibération, Madame Codury va nous parler de Fort en Fête. Alors, la commune de Briançon a souhaité, dès l'année 2010, s'inscrire dans une démarche de valorisation des sites identitaires. Dans cette Madame perspective, Guérin sort. elle a organisé un événement artistique et culturel dénommé Fort en Fête, se déroulant au Fort des Têtes. L'association Tous en Scène a décidé de reconduire l'événement en 2012. 6 représentations sont prévues, avec une nouvelle création, Le Rêve de Vauban. La commune soutient cette manifestation par l'attribution d'une subvention d'un montant de 22 000 € à l'association Tous en Scène. Il est proposé au conseil municipal de décider des modalités d'organisation selon la convention jointe, d'autoriser monsieur le maire ou en cas d'empêchement un adjoint à signer au nom et pour le compte de la commune avec l'association Tous en Scène la convention annexée à la présente délibération et ses éventuels avenants, ainsi que toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération, et d'autoriser monsieur le maire ou en cas d'empêchement un adjoint à signer au nom et pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Vous avez en joint la convention où il y a une petite erreur, il manque la date du 26 juillet. Dans le préambule, il y a marqué 12, 17, 19, 22, 24 et il manque 26 juillet. Très bien. Y a-t-il des remarques concernant cette délibération? Si Madame Valdener. Je crois que vous me donnez la parole avec plaisir, monsieur le maire. Mais absolument, gentil. comme toujours. Non, la seule chose que je regrette, c'est que dans la convention, il n'y ait pas une ligne sur le projet culturel et que du coup, on court le risque d'avoir un copier-coller comme ça a été de 2010 à 2011 et c'est un peu dommage. C'est la première remarque. Et la deuxième, le fait que ce soit uniquement sur juillet, c'est pas très agréable pour la population touristique qui vient au mois d'août. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques? Pas d'autres remarques. Je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ensemble de l'opposition? Non? Madame Valdener, vous votez pour? Je sais pas, je vous pose la question, parce que je vois que tous vos petits camarades votent, s'abstiennent. Donc, je voulais savoir ce que vous faisiez. Vous votez pour? Très bien. Donc, Madame Valdener vote pour. Monsieur Yvon Higuier va nous parler du patrimoine de la convention entre la ville de Briançon et la société Sao Travel. Oui, dans le cadre des orientations de la politique de valorisation de la ville de Briançon, en ville d'art et d'histoire et du réseau majeur des sites Vauban, la SOS Travel s'engage à promouvoir les visites découvertes de Briançon auprès de ses clients.
En échange, la ville de Briançon s'engage à accorder aux clients de SAO Travel sur présentation d'un bon d'échange de tarifs réduits sur les visites découvertes et tous les programmes du service du patrimoine. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions de la convention et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à cet engagement. Vous avez la convention qui est au dos. Y a-t-il des remarques sur cette délibération? S'il n'y a pas de remarques, nous allons passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Délibération suivante, monsieur Aiguier toujours. Vous allez nous parler du convention de prêt Matériothèque. Oui, comment montrer l'étendue de l'œuvre fortifiée de Vauban, la diversité de ses constructions et des matériaux utilisés. Pour y répondre, le réseau des sites majeurs de Vauban a réalisé une matériothèque itinérante rassemblant 21 pierres, éléments de rempart, de chauguettes et de couverture des 12 fortifications. Après Besançon, Longwy, Briançon s'est proposé pour l'accueillir durant le printemps 2012. La matériothèque est exposée dans l'accueil du service du patrimoine Porte de Pignerol. Une convention de prêt est présentée en annexe, définissant les conditions de chaque partie. Il est donc proposé au conseil municipal et au maire de signer toutes les pièces concernant cette opération. Des remarques? Pas de remarques. On passe au vote. Vote contre. Abstention. À l'unanimité, je vous remercie. Patrimoine 3. Donc, convention de lycée d'altitude, rénovation de l'horloge Polo d'Aubet de la collégiale. C'est monsieur Prorel qui va rapporter. Oui, dans le cadre de la politique de restauration du patrimoine de la ville de Briançon et des objectifs pédagogiques de l'horloge altitude, c'est un projet pédagogique conduit par M. Vialette. La rénovation de l'horloge de la collégiale est envisagée au lycée d'altitude. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions de la convention qui précisent les conditions de chaque partie, d'autoriser monsieur le maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de cette délibération. Je tiens à souligner et remercier d'ailleurs le travail fait par les professeurs et particulièrement monsieur Vialette ainsi que tous les élèves qui travaillent sur ce projet, qui font un travail remarquable et je vous engage, si vous avez l'occasion, d'aller visiter toutes ces installations qui sont absolument exceptionnelles. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Monsieur Yvon Aiguier va nous rapporter maintenant la délibération concernant la convention entre la ville de Briançon et le bureau Montagne Visa Trekking. Oui, le bureau Montagne Visa Trekking a souhaité reconduire pour cet été 2 circuits découverts du patrimoine fortifié durant la période estivale 2012. Barrière fortifiée du XVIIIe siècle et Fort des Têtes et patrimoine fortifié du XIXe siècle et patrimoine naturel. Il est demandé de reconduire une convention, donc il est donc demandé au conseil municipal et à monsieur le maire de signer toutes les pièces concernant cette opération. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc ce travail de Montagne Visa Trekking peut être reconduit. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Alors, toujours dans le cadre du patrimoine, convention d'occupation temporaire du Fort Dauphin, et c'est monsieur Bruno d'Aventure qui nous rapporte cette délibération. Merci, monsieur le maire. La ville de Briançon a été sollicitée par la société Le Profil Nordique, représentée par son directeur, pour installer une base logistique pour une activité touristique de découverte et de pratique de la randonnée en chien de traîneau dans le Fort Dauphin. L'ouvrage est classé monument historique et inscrit au titre des fortifications de Vauban sur la liste du patrimoine mondial. L'occupation temporaire de ce lieu permettra d'éviter notamment son pillage ou le réemploi. L'architecte des bâtiments de France a été consulté. Ses prescriptions sont traduites dans la convention d'occupation présentée en annexe de la présente délibération. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions de la convention, d'autoriser monsieur le maire en cas d'empêchement un adjoint à signer au nom de la ville. Et pour le compte de la commune, la dite convention, ainsi que toute pièce de nature administrative ou financière.
nécessaires à l'exécution de la présente. Je pense Donc, qu'il y a un certain nombre... Ah pardon, je t'en prie. Oui. Termine. Donc vous trouverez en annexe la présente convention d'occupation à titre temporaire du Fort Dauphin. Très bien. Donc là, je crois qu'il y a un certain nombre de remarques qui doivent jaillir. On les a déjà faites hier en réunion de travail. Donc je ne sais pas si on a des éléments supplémentaires concernant donc la pertinence de mettre 70 chiens en plein milieu d'une réserve de chasse ministérielle et qui sert notamment en période d'hiver. Il y a beaucoup de cervidés dans le secteur. Oui. Alors vous pouvez me donner le rapport entre la réserve de chasse ministérielle, comme vous le dites, les chiens attachés dans un fort et les cervidés en question. Vous qui avez certainement des études faunistiques extrêmement approfondies, pouvez-vous me dire quel est le rapport entre les choses ? Alors, vous êtes vétérinaire, donc vous allez justement pouvoir nous éclairer certainement là-dessus, mais en termes d'odeur, donc les chiens émettent des odeurs, émettent des aboiements, et qui certainement troublent la paix des animaux sauvages dans le secteur. Alors, je vais vous répondre en 2 temps. Alors, déjà, les animaux sauvages ne se sentent agressés que s'ils sont agressés. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que vous vivez auprès d'animaux sauvages, si vous venez régulièrement et que vous ne les agressez pas, les animaux, ils vont continuer à vivre tranquillement dans un environnement. Ça, c'est le premier point. Par contre, je me demande si le bruit des motos qui circulent à longueur de journée sur le terrain n'ont pas fait fuir depuis très longtemps les cervidés dont vous avez le souci aujourd'hui. En plus, attendez, monsieur Ferru, si vous voulez prendre la parole, vous la prendrez quand je vous la donnerai. En plus, les motos en question ont dégradé le terrain, mais ça, apparemment, ça n'a jamais non plus gêné personne. Ce terrain est complètement abîmé. Il y a des problèmes au niveau de locaux qui sont dramatiques, et ça ne gêne personne. Alors, je vais vous dire quand même le fond de ma pensée, parce que depuis longtemps, la question qu'on se pose, c'est comment on entretient les forts et on évite qu'ils ne soient pillés. Je rappelle quand même que l'hiver dernier, alors que la porte du Fort Dauphin avait été soudée par les services techniques, elle a été ouverte et chaque fois qu'elle a été ressoudée. Donc le souci que nous avons, et qui a été exprimé aussi par l'association Vauban quand elle est venue tenir son congrès à Briançon, c'est de donner une vie à ces forts. Des musées morts, ça n'a strictement aucun intérêt. Des structures vides, ça n'a aucun intérêt. Vous avez vu qu'on est en train de refaire aujourd'hui le fort du Randouillet. On refait la toiture du fort du Randouillet dans le cadre du premier contrat qui avait été fait entre la DRAC et le ministère de la Défense, puis par la suite entre la DRAC et la ville de Briançon et le Conseil général. On refait ces toits, mais j'espère que demain on arrivera à trouver un objet à ces bâtiments. Parce que si c'est pour renouveler ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, c'est-à-dire voir se délabrer et pousser des arbres au sommet des immeubles, comme c'est en train de se faire sur le mur qui nous surplombe, vous regarderez, les arbres, ils ont pris 1,50 m depuis l'année dernière. C'est-à-dire qu'on risque de faire descendre tout ça. Or, l'obligation qu'a ce maître chien, avec toute sa population de chiens, c'est effectivement d'entretenir les locaux sous le contrôle de l'ABF. C'est-à-dire, c'est pas nous. Et l'association Vauban a souhaité effectivement qu'on puisse donner. Et on a posé la question à l'association Vauban de savoir ce qu'ils pensaient de cette implantation des chiens dans ce fort. Et ils ont trouvé que c'était une excellente chose. Donc aujourd'hui, l'histoire des cervidés, très honnêtement, très honnêtement, ils viendront continuer à paître au-dessus et en dessous de ce fort s'ils ne se sentent pas agressés. C'est pas le problème de l'odeur, c'est le problème de l'agression. Vous savez, moi j'ai le souvenir d'une histoire que m'a raconté un vieux chasseur de Valouise qui me disait que les vieilles femelles chamois se tenaient toujours en limite du parc alors qu'il n'y avait pas de ligne marquée au sol, mais qu'elles dépassaient jamais la limite du parc. Donc les animaux ne sont pas des imbéciles, ils savent où ils sont, ils savent s'ils sont agressés ou s'ils ne sont pas agressés. Si effectivement les chiens se lâchaient et se mettaient à courir derrière, comme le font un certain nombre de chiens de chasse, qui avant la chasse
après la chasse et hors de la chasse, vont attaquer les chevreuils. En plus, je vous signale qu'il y a le loup dans le coin, et qui a certainement fait plus de problématiques, a posé certainement plus de problèmes aux cerfs et aux chevreuils du coin que ne le feront jamais les chiens qui sont à l'intérieur de ce fort. Voilà. Oui, monsieur Cézanne. Hier soir, j'ai posé la question. Ce qui m'embête un peu, c'est que ça serait une association, ça ne me poserait aucun problème. Le fait que ça soit une entreprise individuelle, le fait que ça soit la gratuité totale, ça me cause un peu quelques soucis. On m'a dit qu'éventuellement, il serait prévu de faire des travaux à sa charge, mais comme ça apparaît pas dans la convention, je pense que c'est dommage, quoi. Parce qu'on met quand même à disposition une entreprise privée. Oui, on le met. Sans compensation, alors qu'il serait, d'après ce qu'on nous a dit, prévu qu'il y ait des compensations et qu'il doit faire des travaux. Absolument. Et ouais. Et c'est dommage. Mais déjà, dans un premier temps, il fait du gardiennage d'un local qui est pillé. Et ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, on lui a effectivement demandé de faire des travaux sous le contrôle, s'il les fait, de l'ABF et de l'architecte du patrimoine. Donc, de toute façon, la première chose qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il évite les dégradations qui sont déjà bien avancées et les pillages qui sont déjà bien avancés. Parce que je peux vous dire que là-dedans, il y a déjà eu un paquet de pillages. Comme ça se passe actuellement au Fort des Têtes, je vous rappelle que si j'ai refusé d'avoir le Fort des Têtes, c'est effectivement par rapport à tous les problèmes que ça pose. Tous les soirs, il y a entre 10 et 15 personnes qui rentrent dans ce fort pour aller jouer dans le fort et dégrader dans le fort. Il y a des choses qui ont été pillées, il y a des choses qui ont été cassées à l'intérieur du Fort des Têtes. La présence des chiens, si demain on en proposait à l'armée pour en mettre là aussi, je pense qu'ils seraient parfaitement heureux, parce que personne, pas plus la police que la gendarmerie, ne peut y aller régulièrement, ce qui fait que moi je me fais beaucoup de soucis pour le Fort des Têtes. Et je m'en ferai demain pour le fort du Randouillet, si on ne peut pas le mettre en sécurité. Oui, monsieur d'Aventure. Simplement, on vous encourage à aller voir. Il y est tous les jours, matin, après-midi. Vous verrez le travail qu'il fait. D'accord. Non, mais sur l'entretien, il a beaucoup travaillé. Il a remis déjà en état des escaliers. Oui, mais c'est une convention à titre précaire, donc qui sera renouvelée. Si effectivement, comme le dit monsieur d'Aventure, demain, il y avait un contrat, une convention dans le temps, là pour l'instant c'est précaire et révocable. On veut voir. On va voir. Bien, monsieur Ferru, vous vouliez la parole. Oui, donc sur ce problème-là, c'était un problème de rédaction, parce qu'on le comprenait très mal, ce truc. Activité touristique de découverte et de pratique de la randonnée à chien. Moi, je pensais qu'ils allaient partir de là et faire aussi des randonnées à chien. C'est quand même très mal rédigé. Mais c'est ce qu'il va faire. Il fera, bien sûr. Et il aura dans la réserve biologique, dans la réserve. Il aura une activité sur la route des batteries de la Lame, éventuellement, pour rejoindre éventuellement la Clarée, et il aura une activité commerciale, éventuellement, pendant l'hiver, avec ses traîneaux, bien sûr. Donc il y aura quand même un dérangement de la faune sauvage en zone hivernale. Pas plus que les motos qui y passent, pas plus que les gens qui y passent. Il y a quand même pas beaucoup de motos qui passent. Ou les quads chaînés. Non, mais l'été. Il y a eu des quads chaînés aussi. L'hiver, là, moi je parle l'hiver. Oui, mais vous parlez d'hiver, moi je vous parle de l'été, monsieur Ferru. Oui, de toute façon, il va. Oui, bien sûr. Ils ne descendent qu'au printemps d'ailleurs. Bien. Oui, en altitude, vous savez, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de cerfs. Si vous avez déjà été un petit peu dans la vallée de la Clarée où on peut les voir, il y a les endroits où ils se tiennent, c'est plutôt en bas qu'en haut. Mais enfin, bon. Oui, monsieur d'Aventure. Mais juste par rapport à sa prestation, ce ne s'est pas écrit dans la convention. Mais il s'est engagé à faire des séances gratuites auprès des enfants des écoles. Peut-être que les écoles primaires, mais en tout cas, ouais. Mais pour l'instant, on est dans une phase provisoire. On regarde comment les choses se passent. Si ça se passe bien, on ira dans une convention plus approfondie. Mais enfin, moi je trouve qu'on fait vraiment un plat de pas grand-chose. Vous m'excuserez, mais ou alors il n'y a pas grand-chose à dire autrement. Madame Valdener. Excuse d'intervenir, mais je vous en prie. À la réunion hier. Et moi, la question que je me pose, c'est un peu quand même la sécurité, parce que il y a personne la nuit. C'est ça, non? Ou j'ai mal compris?
Parce qu'il ne peut pas habiter sur place. Monsieur d'Aventure. Alors pareil, je vous encourage à aller voir et à aller discuter avec lui à propos de la sécurité. Il a séparé ses chiens avec un matériel adéquat pour pas justement que les chiens aboient entre eux par meute. Il a des cages, effectivement, et qui sont électrifiées. Donc les chiens ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas dépasser l'enclos, etc. L'enclos, il fait 2 mètres de haut. Donc je pense qu'au niveau de la sécurité, et même si les chiens sortaient, ils ne pourraient pas emprunter l'escalier pour remonter. Voilà. Non, parce que vous disiez qu'on dessoude la porte, donc je veux dire, on peut aussi débrancher les fils. Au fort des têtes. Oui, non, mais ça peut arriver là aussi. Je veux dire, ça n'est pas réservé qu'au fort des têtes, voilà. Donc j'espère qu'il a une bonne assurance. Bon, enfin, ceci dit, on donne notre avis, mais il est déjà installé, donc on n'a pas forcément besoin de donner notre avis. Mais vous pouvez toujours donner votre avis, Madame Weldener, bien sûr. Vous pouvez voter contre aussi. Ben, ça changera que vous vous exprimerez. Moi, pendant 19 ans, j'ai été dans l'opposition. Madame Weldener, j'ai fait mon travail d'opposant. Quand il fallait voter contre, j'ai voté contre. Ça changeait pas grand-chose par rapport aux décisions que vous me proposiez. Mais bon, j'ai fait mon travail et vous faites le vôtre. Hein. Bien. Est-ce qu'il y a encore des prises de parole là? S'il n'y en a pas, je vais mettre cette délibération en voie. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Donc l'ensemble de l'opposition. Merci. Alors, délibération suivante. Adhésion de la ville de Briançon à la Fondation du patrimoine. Monsieur Aiguier, toujours. Au financement d'un projet est conditionné par le montant des souscriptions qu'a obtenu la Fondation du patrimoine pour ce projet. Donc je rappelle, là on rentre donc dans cette Fondation du patrimoine parce que si un jour on avait une souscription à ouvrir, c'est eux qui mèneraient totalement l'opération et non la ville de Briançon. Donc c'est pour ça qu'on y rentre, parce qu'on a les opérations, ils s'occupent du dossier, ils s'occupent de tout en amont et nous on ne fait absolument rien. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on rentre dans cette fondation. Voilà, il est donc demandé au conseil municipal d'adhérer à la Fondation du patrimoine et de verser au titre de cette adhésion pour l'année 2012 la somme de 500 €. C'est aussi une possibilité pour la commune de rentrer dans un réseau où on peut aller solliciter un certain nombre de grandes entreprises qui versent, que ce soit des banques, que ce soit des groupements d'achat, que ce soit des grands magasins qui peuvent verser pour des actions ponctuelles. Et c'est ce qui fait la force de cette Fondation du patrimoine. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y en a pas, je mets cette délibération en voie. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Toujours patrimoine et toujours Monsieur Yvon Aiguier. Partenariat entre les communes de Briançon, Montgenèvre, Névache, Val-des-Prés pour l'organisation des visites guidées des circuits. Merci. Bon, nous avons souhaité, nous avons été contactés par les communes de la vallée de Névache et Val-des-Prés pour l'organisation de visites guidées et de circuits. Laquelle? La 7 et la 8? Ah oui, tout à fait. Oui, oui, si vous voulez. Oui. On les scindra simplement pour le vote. Oui, d'accord. Donc la direction du patrimoine met en œuvre en faveur du développement culturel de la ville et dans le cadre de la Convention Ville d'Art et d'Histoire. Le patrimoine représente un enjeu essentiel dans l'offre culturelle et touristique du territoire et fait du Briançonnais une destination de choix pour un très large segment de clientèle française et étrangère. Nous avons été sollicités par les communes de Névache et Val-des-Prés. Montgenèvre s'est adjoint après pour l'organisation de visites guidées et de circuits. Donc nous mettons en place ce partenariat qui prend la forme de visites et de circuits guidés programmés entre les mois de juillet et septembre. Ces prestations seront réalisées par les guides conférenciers de la ville de Briançon. 27 visites ou circuits seront assurés entre le 2 juillet et le 16 septembre, pour un budget de 4 067,40 €. Pour le service du patrimoine de la ville de Briançon, cette mission supplémentaire induira notamment la prise en charge du guide conférencier, ainsi que la communication des prestations dans les supports suivants. Le programme d'activité de Briançon Ville d'Art et d'Histoire, le guide de découverte de l'Office du tourisme,
et le dossier de presse et les communiqués hebdomadaires de Briançon, Ville d'Art et d'Histoire. Une convention quadripartite organisant ces prestations est présentée en annexe définissant les conditions de chaque partenaire. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette proposition et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents en sa possession. Alors il y a la même délibération pour Puy-Saint-Pierre qui est reconduite là puisque ça existait, donc dans les mêmes conditions. Très bien, y a-t-il des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je vais donc passer la première délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité pour la délibération concernant donc le partenariat entre Briançon et Puy-Saint-Pierre? Aux voix aussi, donc contre, abstention, vote à l'unanimité. Enfin, la dernière délibération concernant, l'avant-dernière, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, toujours monsieur Yvon Aiguier. Briançon bénéficie depuis 1990 donc du logo Ville d'Art et d'Histoire, ce qui témoigne de la qualité et la diversité de son patrimoine. L'engagement de la ville pour la réalisation du SIAP a été renouvelé par la suite à 2 reprises. En 2007, lors de la candidature des fortifications de Vauban au patrimoine mondial, délibération du 9 juillet 2007, relation au plan de gestion et de conservation. Dans le contrat de redynamisation du site de la Défense de Briançon, une fiche action, fiche numéro 6, est consacrée à la mise en œuvre d'un espace muséographique dédié au passé stratégique et militaire de la ville. Délibération du 15 juin 2006 et 29 avril 2010. Un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine conforte le développement touristique de la région et renforce l'attractivité culturelle dans une zone où la présence d'équipements culturels reste faible. Son concept, équipement de proximité, ses objectifs, la sensibilisation, l'information et la formation de tout public à l'architecture et au patrimoine de la ville et de son territoire. Son rôle, mettre en valeur les ressources architecturales patrimoniales du territoire et sensibiliser la population aux enjeux de l'évolution architecturale, urbaine et paysagère du site. Un critère patrimonial est un enjeu symbolique. Le choix de l'installation du SIAP s'est porté sur l'église des Cordeliers en raison de son statut de lieu de mémoire, de sa localisation au cœur de la ville intramuros et du secteur sauvegardé. Le lieu sera chargé d'assurer par tout moyen approprié l'accueil du public le plus large possible, de développer la fréquentation des espaces d'exposition et de favoriser la transmission de la connaissance de la fortification montagne, de mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès à tous à la culture dans ces domaines de compétences, et d'entreprendre, d'accueillir ou de susciter, le cas échéant avec d'autres partenaires, toute activité, initiative liée à son projet, notamment en matière de programmation culturelle, de débat public, d'information, d'action éducative et de recherche. Alors, l'équipement du SIAP de Briançon comportera 5 pôles. L'espace accueil, l'espace avec des expositions permanentes et temporaires, le service éducatif, l'espace rencontre auditorium et l'espace d'information et de documentation. Le coût prévisionnel de l'opération est estimé à 1 200 000 hors taxes. Il concerne les études préalables, le programme architectural et scénographique, les travaux de restauration et d'aménagement du monument, y compris la maîtrise d'œuvre relative au suivi du chantier et les travaux de scénographie. Alors, vous avez un plan de financement prévisionnel qui est le suivant. L'État 260 000 euros, la région 200 000 euros, le département 90 000 euros, mécénat 300 000 euros, CCB fonds de concours 113 000 euros et l'autofinancement de la commune elle-même 237 000 euros, qui fait un total de 1 200 000. Une présentation du projet scientifique et culturel, document qui expose les choix et les orientations du SIAP, est annexé à la présente délibération. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette proposition et d'autoriser monsieur le maire en cas d'empêchement à l'adjoint à signer au nom et pour le compte de la commune toutes les pièces de nature administrative. Là, vous avez un document sur le SIAP là, qui détaille exactement l'opération. Je vous laisserai le lire. Voilà, c'est fait. Voilà. Y a-t-il des interventions? Oui, madame Valdener.
Je voulais juste une précision. Il y aura le musée qui était prévu du 159e, qui était prévu ailleurs, mais qui peut être là, non? C'est autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Là, on est dans le centre d'interprétation architecturale. Non, parce qu'il parle... Il y aura un espace muséographique, mais qui ne sera pas celui du 159e. D'accord. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai posé la question en commission parce que je voulais connaître les arguments pour avoir choisi ce lieu. Bon, j'ai pas eu vraiment de réponse, si ce n'est à juste titre qu'il faut garder le SIAP dans la ville haute, ça j'en suis parfaitement d'accord. Après, bien évidemment, c'est quand même dommage d'occulter l'église des Cordeliers qui a des qualités acoustiques assez exceptionnelles. Pierre Boulez est quand même venu, a choisi pour son concert l'église des Cordeliers par rapport à ses qualités acoustiques. Il y a quand même pratiquement 300 places. Je veux dire, ça veut dire que il y aura plus de concerts de ce style, ou alors à la collégiale. Et la collégiale, on sait pertinemment que l'acoustique, c'est pas du tout pareil. Voilà. Donc moi, dans la réflexion que j'ai, c'est que maintenant que la place d'Armes est refaite, ça me paraissait cohérent d'installer le SIAP dans le centre d'art contemporain. Surtout dans la mesure où maintenant le tribunal est propriété de la ville et que quelque part ça a créé une dynamique culturelle de mettre le centre d'art contemporain à Berwick par exemple. C'est mon propos. Après c'est effectivement vous qui choisissez. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je m'abstiendrai, parce que je ne vais pas voter contre parce qu'il faut faire l'étude et c'est très bien. Mais par contre, moi, le lieu, je trouve tout à fait dommage de s'occulter ce lieu-là. En plus, je pense qu'il y aura un surcoût de travaux parce que l'affaire n'est quand même pas simple. Oui, je crois que effectivement la question s'est posée. Vous savez, on a réfléchi aussi à tout ça. Le problème du centre d'art contemporain, il est extrêmement simple, c'est l'accès handicapé. Comment vous faites rentrer les gens au centre d'art contemporain, à part les 2 salles du bas? Les 2 étages suivants, vous ne pouvez pas les faire rentrer. Accès extérieur. Oui, bien sûr. Accès extérieur. Oui, accès extérieur, oui. Mais vous en faites qu'un niveau. Il y a beaucoup de musées. Dans la petite gargouille, vous ne rentrez qu'au niveau de l'ancienne prison. Faire un ascenseur, bien sûr, à côté. Oui, on peut faire plein de choses, ça c'est sûr. Si vous avez des subventions possibles, comme vous dites déjà, on est contraint avec les 1 200 000. On aura déjà des difficultés à le faire. Il se trouve que ce bâtiment n'est utilisé que 2 mois, même pas dans l'année, aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est une salle de 300 personnes, ceci dit, donc quand vous dites que l'acoustique est exceptionnelle, elle est excessivement mauvaise. Simplement quand il y a du monde, elle est bonne. Je vous signale que l'année dernière, les chants, quand il y a eu des manifestations avec des chanteuses et des chanteurs, quand il y avait que 30 personnes devant, si vous étiez au fond de la salle, vous n'entendiez rien du tout. Rien du tout. Élaboré par des acousticiens extrêmement pointus, n'importe quelle salle. Voilà, donc ce qui faisait la force de Boulez, c'était effectivement que la salle soit pleine, et en plus, donc, on avait pu le mettre à la collégiale, ce qui pourra se faire à la collégiale. Si la collégiale est pleine, l'acoustique est parfaite. Voilà. Ceci dit, si vous avez un autre local sur la vieille ville à nous proposer, vous pouvez toujours faire la proposition. Moi, j'en ai pas. En plus, je vous signale que dans le cadre du CRSD, les choses sont extrêmement simples. On a signé un avenant, on va signer un avenant début juillet pour prolonger de 2 ans le mandatement l'engagement et le mandatement des opérations du CRSD. 2 ans. Donc je ne sais pas si vous voyez, il ne reste pas beaucoup de temps. Ça veut dire que ce qui ne sera pas engagé et mandaté dans les 2 ans qui viennent échappera au contrat de redynamisation et donc aux subventions que nous pouvons toucher. Donc nous sommes pris par le temps. Nous avons signé réellement l'accès à un certain nombre de bâtiments qu'au mois de décembre l'année dernière, alors que le contrat de redynamisation des sites de défense a été signé en juillet, il y a 3 ans maintenant. Ça va faire, 3 ans, ça fera 3 ans au mois de juillet. C'est comme ça. Donc il y a des moments où on est contraint. Alors c'est vrai que le centre d'art contemporain il faudrait tout casser, ce qui est aujourd'hui les salles qui sont réservées pour les syndicats, et puis effectivement faire un ascenseur dans ce secteur, et puis à ce moment-là accéder à chaque niveau. On peut faire beaucoup de choses, c'est sûr. Voilà.
Y a-t-il d'autres interventions? Non. Donc je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Madame Valdener et son pouvoir. Voilà. Merci. Alors, délibération numéro 10 concernant le patrimoine, toujours le comptoir de vente, tarifs et autorisation. Monsieur Aiguier. Oui, donc c'est pour actualiser au niveau de la TVA tous les bouquins qui sont en vente au service du patrimoine. Donc c'est pour mettre en place la nouvelle TVA. Et en même temps, on profite pour y rajouter certaines revues. Donc voilà, donc en conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver ces propositions, les adopter et autoriser le service du patrimoine à percevoir les recettes correspondantes. Et d'autoriser monsieur le maire ou en cas d'empêchement, un adjoint, à signer toutes les pièces correspondantes. Pas d'intervention. Je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, votent à l'unanimité. Monsieur Pascal Musson va nous parler de l'exposition du Vieux Colombier qui se tiendra du 1er au 25 novembre 2012 et qui concerne en principe la problématique de la tuberculose et des combats qui ont été menés ici contre cette maladie. Merci Monsieur le maire, mesdames, messieurs. La ville de Briançon est riche. Donc si je m'arrête là, je vais lire dans mon regard une certaine incrédulité. Je vais bientôt, bien sûr, parler des patrimoines. Donc le patrimoine historique, bien sûr, le patrimoine environnemental. Et il est un patrimoine qui mérite d'être valorisé, c'est le patrimoine médical. Il y a environ un siècle, dans cette assemblée, en un autre lieu, la ville de Briançon a été déclarée par l'Académie de médecine comme station climatique. Et c'est vrai que le passé doit répondre de l'avenir, plus à Briançon qu'ailleurs. Donc, à partir de cette déclaration, le développement des sanatoriums a donné naissance à toute la station sanitaire. Il reste une mémoire vivante, des témoignages qui méritent d'être mis en valeur. Et donc cette exposition s'inscrit dans cette volonté, dans la volonté de la ville, la démarche de Ville OMS, qui doit aussi s'appuyer sur le passé pour développer des projets d'avenir dans le domaine médical. Donc la valorisation du patrimoine historique médical est nécessaire pour rappeler le rôle des établissements de santé dans la vie de la cité. La pandémie tuberculeuse a joué un rôle considérable dans le développement de la station sanitaire et a fortement influencé la sociologie et l'architecture de la ville. Il est proposé d'organiser, grâce au prêt du Musée des sciences médicales de Grenoble, une exposition intitulée « Vaincre la tuberculose » dans la salle du Vieux Colombier. Cette exposition libre et gratuite sera ouverte tous les jours, sauf le mardi du 1er au 25 novembre. Le slogan « Briançon, la montagne qui soigne » sera le lien des manifestations historiques, culturelles et scientifiques ayant pour thème la santé, qui seront organisées pendant la durée de l'exposition et qui seront en quelque sorte en avant-première de manifestations qui auront lieu également au théâtre du Briançonnais sous l'appellation Corpus Sanum. Donc il y aura un lien, si vous voulez, entre cette exposition sur l'histoire de la tuberculose et cette prestation artistique. Il est proposé de solliciter des subventions auprès de la région PACA et du département des Hautes-Alpes selon le budget prévisionnel suivant. Et il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès des organismes et d'autoriser monsieur le maire en cas d'empêchement un adjoint à signer au nom et pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Oui, Madame Estachi. Oui, concernant cette exposition, je trouve que c'est une exposition qui est très intéressante. Est-ce que, puisque M. Bach est quelqu'un qui est également le directeur aujourd'hui de Chantoiseau, disons de Chantours aujourd'hui, également le Bois de l'Ours, ils ont certainement des archives qui seraient intéressantes de présenter.
parce que connaître l'origine de ces établissements est quand même une histoire importante, quoi. Hein. Le bois de l'ours qui a été construit par EDF parce que dans les familles des agents, il y avait la tuberculose. Edith Elzer, c'est également des infirmières qui... Je crois que c'est important qu'il y ait aussi l'historique de ces établissements. Et je pense que M. Bach est en mesure de fournir des éléments intéressants. Tout à fait d'accord avec vous. M. Bach est tout à fait impliqué dans cette démarche. Et d'ailleurs, nous avons déjà adressé des communiqués pour appel à témoignages ou des prêts de documents photographiques. J'espère d'ailleurs que dans l'avenir, cette démarche Briançon, la ville qui soigne, prendra de l'ampleur, qu'on pourra aussi aborder d'autres thématiques que la tuberculose, comme l'asthme par exemple, et faire un travail aussi sur l'oralité, sur la problématique de la santé, et en impliquant bien sûr tous les acteurs du monde médical du Briançonnais. Il ne s'agit pas d'une exposition ponctuelle, j'espère que c'est quelque chose qui va inaugurer vraiment une démarche de mise en valeur du patrimoine historique médical, et qu'on ne finira pas comme d'autres stations sanatoriums de France qui ont géré un peu ce passé, un peu comme une maladie honteuse, en voulant tout détruire. Si vous avez l'occasion d'aller à Saint-Hilaire-du-Touvet, vous serez édifié par l'aspect du bâtiment qui était pourtant d'une grande valeur architecturale. Je pense que Briançon a quelque chose à mettre en valeur, et ça sera tout à son honneur. Merci, Monsieur Musso. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y en a pas, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, une délibération concernant le personnel, reconduction d'un emploi sous contrat, aide pour le pôle culture, Madame Guérin. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous le dit la délibération, la commune a, en janvier 2012, recruté un emploi aidé dont la mission était double. D'abord de mettre en place effectivement le tout jeune pôle culture, et puis aussi d'assurer la programmation, la mise en œuvre, la communication et le suivi des expositions du Centre d'art contemporain. Aujourd'hui, il s'avère que ces missions ont été pleinement remplies, qu'il existe une véritable synergie entre les différents services de la commune qui s'occupent de culture, bibliothèque, patrimoine, archives et centre d'art contemporain, et qu'au niveau du centre d'art contemporain, cette structure a pris toute sa place dans la dynamique culturelle de la ville. Donc il s'agit de conforter ce mouvement. Et de ce fait, la commune souhaite reconduire cet emploi aidé pour permettre de maintenir le rythme, la programmation du Centre d'art contemporain et de garder cette dynamique entre les différents services municipaux. Donc il vous est proposé de décider de reconduire pour une durée de 6 mois et dans les mêmes conditions ce contrat d'accompagnement dans l'emploi, et d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à ce recrutement. Oui, bien sûr qu'on votera cette délibération. C'est bien que ce soit un emploi aidé, mais j'imagine que vous avez réfléchi pour essayer de pérenniser cet emploi, d'autant plus que la personne qui l'occupe a l'air particulièrement performante, et que pour elle, déjà, ce serait quand même bien de pouvoir se projeter un peu plus loin que dans 6 mois. Oui, c'est un vœu que nous faisons tous, mais vous savez qu'il dépend de circonstances financières. Voilà. Mais que, effectivement, nous le souhaitons fortement. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Donc s'il n'y en a pas, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc vote à l'unanimité. Délibération suivante concerne le renouvellement, la création de contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les services techniques. Donc en novembre 2011, nous avions embauché une dizaine
de personnes dans ce cadre. Ces emplois ont donné toute satisfaction et ont permis d'apporter une aide efficace à nos services techniques au cours de l'hiver. 5 de ces contrats arrivent à leur terme aujourd'hui, donc des travaux restent à faire, là, notamment dans le cadre de la propreté urbaine et dans l'entretien des espaces verts. Donc nous souhaitons reconduire pour une durée de 6 mois et dans les mêmes conditions 5 contrats d'accompagnement dans l'emploi, de décider la création de 6 nouveaux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour une durée de 6 mois afin de renforcer les équipes des services techniques, de préciser que la durée de travail est fixée à 20 heures par semaine sur la base du SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures de travail, et de m'autoriser, ou en cas d'empêchement, un adjoint, un conseiller municipal, à signer et au nom pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, technique, financière nécessaire à l'exécution de cette délibération. Alors, je suis bien conscient, et comme la question que posait Madame Valdener, ce sont des contrats précaires. Ceci, quand même, permet à un certain nombre de jeunes, aujourd'hui et de moins jeunes, qui sont dans de la longue durée, d'avoir un accès momentané à l'emploi. C'est pas le Pérou. J'espère que nous pourrons un jour faire mieux, mais pour l'instant, malheureusement, la situation ne le permet pas. Mais quand même, de participer à cette embauche, c'est un plus pour tout le monde. Et nous avons une entière satisfaction, en tout cas pour l'instant, des personnes que nous avons embauchées. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Nous allons maintenant parler de la délibération qui concerne les élections, l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, donc l'IFCE. Madame Renée Petelet. Donc, à l'occasion des différentes consultations électorales, le personnel communal, qu'il soit fonctionnaire ou agent non titulaire, peut être rémunéré selon son grade, soit par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, dès lors que des heures supplémentaires sont réalisées, c'est le cas des agents de catégorie C ou B, soit pour les agents de catégorie A, par une indemnité forfaitaire complémentaire calculée au prorata du temps passé en dehors des heures normales de service. Il vous est donc proposé d'instituer pour les agents de catégorie A l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, de préciser que les dispositions de cette indemnité pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. De décider que le montant annuel de référence du calcul sera celui de l'IFTS de deuxième catégorie, assorti d'un coefficient 3, l'autorité territoriale pouvant moduler les montants individuels dans la limite du crédit global. D'indiquer que M. le maire fixera les attributions individuelles dans les limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de l'IFCE, et que le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultation électorale. D'autoriser M. le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Oui, Madame Valdener. Oui, c'est un peu obscur pour un élu de base. J'ai bien compris que ça concernait l'indemnisation des fonctionnaires différentes catégories C, B et A. Après, je veux dire, il n'y a pas un exemple de montant, parce qu'on sait à peu près les heures passées pour les élections. Je veux dire, il y a un exemple d'indemnité. Enfin, je ne sais pas, parce que là, on vote, on ne sait pas ce qu'on vote, quoi. On vote l'idée. Non, c'est pas récent. On vote un principe. C'est très récent, Monsieur Cézanne, parce que si nous avons pris cette délibération, c'est que malheureusement, il n'existait rien jusqu'à ce jour en termes de délibération. Oui, voilà. Mais il y avait un règlement qui était fait forfaitaire, qui n'avait jamais été acté au conseil municipal. Et donc, c'est aujourd'hui, pour cette raison, que nous avons pris cette délibération qui concerne effectivement l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection. Voilà. Qui sera mise en place. On pourra vous donner les chiffres, je ne sais pas moi personnellement, mais ils vous seront fournis si vous le souhaitez, bien sûr. Oui, c'est pour avoir une idée. Oui, bien sûr. Bien, pas d'autres remarques. Donc je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité.
Madame Renée Pételet, toujours, va nous parler de l'avenant numéro 5 à la Convention de délégation de services publics des transports urbains, avec la modification de la gamme, des tarifs et même des dénominations des tickets. Alors, le 3 mars 2010, le conseil municipal de Briançon a décidé de confier la délégation de services publics des transports urbains à la Société des transports urbains. La ville de Briançon ayant exprimé le souhait d'une simplification dans les abonnements et la tarification des titres de transport urbain, il est proposé la suppression de 4 d'entre eux. Dans le même temps, il est proposé d'attribuer des noms commerciaux à 3 abonnements et au carnet de 10 tickets. Afin de compenser la hausse de la TVA sur les transports urbains de 5,5 à 7% depuis le 1er janvier 2012, il est proposé d'augmenter les tarifs du ticket groupe ainsi que des abonnements mensuels et annuels adultes. Il vous est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 5 annexé à la présente convention, de même que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Vous avez toutes les infos nécessaires au niveau des tarifs sur les pages suivantes. Oui, alors, bien sûr, c'est pas seulement à l'initiative de la commune, hein, je crois que ça a été fait avec le délégataire. Donc nous supprimons le titre de transport passe Vauban journée, la carte semaine, l'abonnement mensuel adulte de date à date, parce que ça posait beaucoup de problèmes, et l'abonnement mensuel jeune pour juin. Donc en dehors de ça, les titres de transport unitaire, groupe, les carnets de 10 tickets, l'abonnement mensuel adulte au mois civil, sont maintenus, ainsi que l'abonnement mensuel jeune au mois civil, l'abonnement annuel adulte, la carte de libre circulation et la carte d'hôte. Alors les noms qui ont été donnés à ces différentes gammes tarifaires, donc le carnet de 10 tickets s'appellera Tempo 10, l'abonnement mensuel adulte au mois civil passe Durance, l'abonnement mensuel jeune au mois civil passe Gargouille, et l'abonnement annuel adulte passe Vauban. Voilà. Et les augmentations tarifaires sont liées à l'augmentation de la TVA qui est passée de 5,5 à 7. Et donc, c'est pour simplement rattraper cette augmentation. Bien, pardon, Madame Scalier. Je reviens juste sur un dossier que je connais très bien sur les transports urbains, puisque lors du montage du dossier de délégation de services publics, j'y ai longuement participé. Je me souviens juste d'une réunion après votre élection où on m'avait fait une réflexion notamment sur certains tarifs, et je m'aperçois que ça ne doit pas être si mal comme contrat, puisque certains tarifs, notamment le ticket unitaire et le carnet de 10 tickets, restent au même tarif. Donc je m'aperçois que ce n'était pas un si mauvais dossier. Mais je pense pas qu'on vous ait dit que c'était un très mauvais dossier. Je pense pas, mais bon. Vous n'étiez pas là, mais c'était une réunion sur les délégations de services publics avant l'ouverture des plis. Écoutez, peut-être. En tout cas, ce que je constate, si vous voulez, c'est que cette délégation de services publics, le cahier des charges, nous n'y avons pas participé, effectivement. Nous n'avons fait que l'appliquer. Donc, effectivement, ce qui est bien, c'est vous, et puis ce qui est mal, ça sera nous, forcément. Ça changera. Allez. Donc, je mets cette délibération, on voit quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Vote à l'unanimité. Monsieur Marcadet va nous parler de l'intercommunalité et tout particulièrement des différents rapports annuels des services publics d'assainissement non collectifs dans un premier temps, et ensuite sur l'élimination des déchets. Alors je précise qu'il s'agit simplement d'une communication, d'un document pour votre information, qu'il n'y a pas de vote sur cette délibération. Vu les articles L 222-4-5, L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret 95-635 en date du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement a pour principal objectif de donner toute transparence au fonctionnement de ces services par une information précise des consommateurs sur la qualité et la performance du service. La communauté de communes de Briançonnais ayant délégation des services d'assainissement, collectifs et non collectifs, elle nous présente son rapport annuel
Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif et non collectif de la communauté de communes du Briançonnais pour l'année 2010. Deuxième, alors selon les mêmes articles quasiment, sinon le décret 2000-404 en date du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets a pour principal objectif de donner toute transparence au fonctionnement de ce service par une information précise des consommateurs sur la qualité et la performance du service. La communauté de communes ayant délégation du service d'élimination des déchets, elle lui présente son rapport annuel et demande au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets de la communauté de communes de Briançonnais pour l'année 2010. Alors je rappelle que c'est effectivement le rapport 2010. Je vous engage pour la simplification de l'analyse de vous porter pour l'assainissement collectif. À la page 53, vous avez les conclusions, permettent de lire que effectivement la communauté de communes, fin 2010, n'avait pas pu mettre en œuvre de manière pérenne le contrôle du délégataire qui est prévu dans le cadre du contrat de concession. Et donc en prévision de la révision quinquennale qui était prévue donc en 2011, donc ça c'est 2010 et ça s'est réalisé, la CCB a décidé d'engager fin 2010 un audit technique, juridique et financier afin de se faire assister dans l'analyse des résultats d'exploitation des travaux concessifs ainsi que dans le processus des négociations liées à cette révision. Donc c'est ce qui s'est passé au cours de l'année et qui n'est pas terminé. Et un recrutement par la collectivité d'une personne affectée entièrement au contrôle du délégataire a été fait en 2011. Voilà. Donc je crois que c'était important de signaler ces points-là. De même que pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il faut savoir aujourd'hui qu'elle était en budget annexe précédemment, elle est maintenant incorporée dans le budget général, et que en 2010, et malheureusement les pages ne sont pas numérotées là, mais vous l'avez à l'avant-dernière page, au recto, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères couvre 95% des dépenses de fonctionnement en 2010. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait souligner. Pour le reste, vous pourrez prendre connaissance de ces documents si vous ne l'avez déjà fait. Alors, maintenant, nous allons passer à la délibération suivante qui concerne l'urbanisme. Alors, je vais vous parler du plan de financement pour la réalisation d'une étude de faisabilité du Centre européen de formation aux métiers d'art, du bâtiment et du tourisme. Toujours dans le cadre du redynamisation des sites de défense. Une étude de faisabilité avait été programmée pour un Centre européen de formation aux métiers d'art, du bâtiment et du tourisme. Nous souhaitons, avec les acteurs du territoire, savoir si ce projet d'une plateforme peut se concrétiser dans un délai raisonnable et dans quelles conditions. Pour ce faire, la commune va réaliser une première phase d'étude et engager, selon les conclusions de cette dernière, une seconde phase du projet. La deuxième phase entrera plus dans l'opérationnalité et pourra prendre la forme d'une étude action. Donc l'objectif de la première étude, c'est d'analyser les forces et les faiblesses de l'offre de formation actuelle, parce qu'il ne s'agit pas de former pour former, mais il s'agit de former pour avoir un débouché, en particulier local, et qui corresponde à une réalité du terrain. Deuxièmement, de formuler des préconisations susceptibles de permettre la création de ce pôle et la montée en charge réaliste du projet, d'identifier les parties prenantes, alors les entreprises, les universités, les centres techniques, les pouvoirs publics, le CFA, les CFA éventuels, la CCI, la Chambre des métiers, de proposer une méthodologie, un calendrier, une feuille de route pour l'émergence réaliste d'une rapide mise en œuvre. Le montant du projet porté dans le CRSD était de 65 000 € hors taxe. Le coût prévisionnel de notre première phase, tel que je viens de la décrire, est estimé à 32 500 hors taxe. Vu la validation du projet de cahier des charges de consultation pour la réalisation de ce document par le groupe de travail animé par le sous-préfet en date du 30 novembre, une consultation de sociétés spécialisées a été organisée. La commission d'appel d'offres a procédé à la désignation de l'équipe retenue afin de réaliser cette étude. Donc la société a été recrutée et travaille d'ores et déjà sur ce projet.
Le plan de financement de cette première étude est le suivant. État, 8 831 €. Le conseil régional, idem. Conseil général aussi. Et l'autofinancement de 2 207 € TTC. Voilà, il vous demande donc d'accepter ces propositions, de solliciter les financements nécessaires et de m'autoriser à signer tous les documents qui permettront sa réalisation. Oui, Madame Valdener. La société qui a été retenue, elle s'est engagée sur une date pour le rendu de l'étude? On a fixé un délai de 6 mois pour ce travail. Donc je pense qu'on aura, avant Noël, on devrait avoir l'essentiel du résultat de la société en question. S'il n'y a pas d'autres remarques, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Alors, deuxième délibération concernant l'urbanisme. Madame Poyot va nous rapporter. Il s'agit d'un appel à candidature en vue de la cession amiable d'un lot appartenant au domaine privé de la commune. Merci, Monsieur le maire. Donc, la commune est donc propriétaire d'un certain nombre de parcelles situées à l'entrée sud de la commune et de la zone industrielle, de la zone d'activité. Merci, de la zone d'activité commerciale sud. Donc c'est 3 parcelles d'un montant total de 1707 mètres carrés qui appartiennent donc au domaine privé de la commune et qui vont faire l'objet d'un appel à candidature en vue d'une cession amiable après mise en concurrence, comme nous l'avons déjà fait pour d'autres terrains communaux, comme notamment dans le même secteur, le terrain dit le terrain Cabanès, que nous avions mis en vente. Donc nous avons rédigé un cahier des charges qui est annexé, qui est donc un appel à candidature où on retrouve tous les éléments qui permettront aux candidats de faire des propositions. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'on est donc dans une zone tout à fait constructible, avec une réglementation particulière dans le PLU, puisqu'on est en zone UE, c'est-à-dire qu'on est dans une zone économique. Donc forcément, les candidats devront présenter un projet qui est en adéquation avec la législation dans cette zone. Donc cette vente fera l'objet d'une publicité préalable dans les journaux d'annonces légales, mais aussi sur le site internet de la commune, où les candidats pourront récupérer le cahier des charges. Nous allons donc le lancer après le conseil municipal et nous laissons aux candidats nous laissons la possibilité aux candidats de répondre au plus tard le 1er août 2012. Une fois que nous aurons reçu un certain nombre de candidatures, donc la commission d'appel d'offres de la commune se réunira pour choisir l'attributaire et l'offre sera analysée au regard de 3 critères. Premièrement, la valeur économique du projet, avec notamment le nombre d'emplois créés sur la zone, mais aussi la capacité du futur acquéreur à mener à bien son projet. Le deuxième critère prendra en compte la qualité du projet architectural et notamment la qualité énergétique du projet proposé et les délais de réalisation. Et enfin, le dernier critère qui permettra donc de faire le choix est le critère du prix. Donc voilà, nous lançons cet appel à candidature et nous attendrons le 1er août afin de réunir la commission d'appel d'offres. Y a-t-il des interventions? Oui, Monsieur Cézanne. Seulement, on souhaite vous dire qu'on se félicite qu'il y ait eu cette fois-ci un appel à candidature concernant la cession d'un lot communal. Pourquoi vous dites ça? Pour le terrain Cabanès, ça a été fait de la même manière. Pour les Mouettes aussi, pour la rue de Castres aussi, oui, bon, d'accord. Bon.
Très bien, il n'y a pas d'autres remarques? Donc je mets la délibération au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Urbanisme toujours. Madame Poyot, vous allez nous parler des échanges de terrain à Pramorel. Oui, alors là, Monsieur Cézanne a raison. Effectivement, pour cet échange de terrain ici, il n'y a pas de cahier des charges qui a été mis en place, puisque on est donc sur un échange entre une parcelle communale et un propriétaire privé et le conseil général. Donc effectivement, là vous avez un plan où l'on voit que un propriétaire privé, donc si on est sur la zone de Pramorel, donc un propriétaire privé possède des terrains, possède plusieurs terrains, avec au milieu de sa propriété la parcelle numéro 589 qui appartient à la commune. Et il est proposé d'échanger cette parcelle communale contre ces terrains qui longent la route départementale, ceci dans le but d'agrandir et de sécuriser cette voie qui est relativement dangereuse. Donc la partie privative et la partie communale s'équilibrent à peu près, mais donc il y a quand même une légère soulte qui est au profit de cette partie privée. Mais bon, au regard de la zone et du PLU, la commune a pas jugé nécessaire de comment dire, oui, de faire payer cette différence à cette personne privée. Ensuite, une fois que l'échange aura lieu, la commune rétrocédera à titre gracieux cette bande de terrain au conseil général qui pourra sécuriser la voie. Donc, je précise que les frais inhérents à cette transaction seront supportés par le demandeur et que un document d'arpentage sera bien évidemment réalisé pour pouvoir permettre cet échange. Je crois qu'effectivement, cette route de Pramorel-Chabat est extrêmement dangereuse et que chaque fois qu'on peut favoriser son élargissement, on le fera parce qu'effectivement, ça pose d'énormes problèmes de circulation. Or, ça se construit de plus en plus dans ce secteur. Et donc, effectivement, nous avons le souci, bien que la route appartienne au Conseil général, de permettre la mise en sécurité de ceux qui la pratiquent. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Dernière délibération concernant l'urbanisme, il s'agit de la cession d'une parcelle, d'une partie de la parcelle communale à L500, avenue René Froget. Alors, on est ici sur le secteur des Craux et du bâtiment des Mouettes, qui, vous souvenez, était cédé à un promoteur privé pour la réalisation d'un programme immobilier, cédé de façon tout à fait légale, avec là aussi un appel d'offres et un cahier des charges. Donc il s'avère aujourd'hui que les travaux avancent. Tout le monde a pu constater que le bâtiment des Mouettes est tombé, qu'aujourd'hui les fondations du futur programme immobilier sont en cours. Le mail piétonnier qui permettait donc de rejoindre le quartier des Craux au quartier de Sainte-Catherine est donc modifié, puisque le passage piétonnier, comme vous pouvez le voir sur le plan, a été décalé. Et il s'avère que entre la programmation immobilière, ce mail piétonnier et un terrain voisin, il y a un délaissé qui est un taillis d'environ 170 mètres carrés et que le propriétaire voisin a demandé à acquérir ce reliquat de terrain, donc entre le cheminement public et la clôture de ce terrain.
donc environ 170 mètres carrés, qui ont été évalués par les domaines, et cette transaction pourrait s'effectuer au prix de 22 000 €. Donc il est demandé au conseil municipal d'accepter la vente de cette parcelle communale, de préciser que les frais seront à la charge du demandeur, et puis donc de voir sur les documents annexés donc la parcelle qui est donc la cession de 170 mètres carrés avec le nouveau mail piétonnier, et un petit changement quant au mail piétonnier qui va remonter légèrement sur la parcelle 331 plutôt que tout droit sur la route du chemin Chex. Voilà. Donc vous pouvez aller voir, c'est sécurisé, les travaux avancent. Et puis un peu plus tard, donc on a là aujourd'hui la possibilité de passer le long des travaux, mais on a aussi la possibilité de passer par le canal, un cheminement beaucoup plus doux, beaucoup plus accessible, notamment pour les personnes handicapées, en passant derrière le bâtiment et en allant sur le canal pour permettre de redescendre ensuite l'avenue René Froget de façon beaucoup plus plane que ce chemin qui est un peu plus pentu. Y a-t-il des remarques? Je veux simplement préciser que sur le schéma, il y a marqué escalier, il n'y aura pas d'escalier. C'est un cheminement, comme vient de le dire Mme Poyot, au sommet du terrain cédé. Le chemin repart dans le profil du terrain pour arriver au-dessus du canal, sur la rue Barthélemy-Chex, et il n'y aura pas de rupture de pente pour éviter que les mamans avec les poussettes aient des problèmes. Par contre, comme ça a été précisé, les gens qui ont un handicap, certains feront le tour de ce nouveau bâtiment qui s'appelle non plus les Mouettes maintenant, mais l'Orée des Pistes. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc vote à l'unanimité. Non? Ah, pardon. Vous abstenez? Pardon. Toute l'opposition s'abstient. Monsieur Roubaud vote pour. Très bien. Bien. Les travaux maintenant. Donc, il s'agit de la demande de subvention et les études d'impact, diagnostic écologique pour la réalisation de la voie verte. Et c'est monsieur Bruno d'Aventure qui va rapporter. Oui, je vous remercie. Donc, vu la délibération en date du 20 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Briançon a approuvé le principe du projet de création d'une voie verte dans le cadre du PADS. Vu la délibération du 21 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Briançon a approuvé le principe de financement d'une étude en régie et d'une étude de faisabilité, donc il apparaît donc nécessaire en complément de ces premières études de faire un relevé topographique par un géomètre afin d'établir un plan précis et coté de la zone d'implantation, ainsi qu'un état parcellaire pour connaître les propriétaires des parcelles traversées. Il est également obligatoire de faire réaliser une étude d'impact, ainsi qu'un diagnostic écologique qui optimisera le tracé, ainsi que les solutions envisagées en fonction des enjeux existants et de l'environnement. Ces études sont indispensables et préalables à la déclaration d'utilité publique qui aura lieu dans un deuxième temps. Donc en dessous, vous avez le plan de financement. L'étude d'impact, 8 900 €, tout ça hors taxe. Le diagnostic écologique, 7 850 €. Le levé topographique, 4 590 € et l'état parcellaire, 2 175 €. Pour un total de 23 515 €, avec pour ressources le conseil régional 11 575,50 € et une part d'autofinancement 12 757,50 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de réalisation de ces études, d'approuver le plan de financement proposé, d'autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès des instances susceptibles de participer au financement des travaux et d'autoriser monsieur le maire, ou en cas d'empêchement, un adjoint, etc. Voilà. Alors. Pas d'intervention? Si. C'est juste
juste une question. Le tracé, il est de Saint-Chaffré à Briançon? Ah non, il part de... Non, il part du Cassé, de Monetier. Hein, Monsieur d'Aventure, allez-y, Ouais, c'est voilà. vous qui... C'est où? Le tracé, effectivement, il part du Cassé. Il part du Cassé. Ouais. Et... Non, mais on a déjà délibéré là-dessus. Oui, mais je me souviens plus où ça passe. Moi. Alors, ouais. J'ai le droit de poser une question? Il suit rive gauche, si vous voulez, de la Durance, jusqu'à Briançon, et on espère qu'à Briançon, il arrivera dans un premier temps. La Guisane, pas la Durance, la Guisane, Ouais. et qu'il arrivera dans un premier temps au casino. Voilà. C'est ça, derrière le casino? Derrière le casino. Ah, d'accord. Là où il y avait le slalom pour les kayakistes. Là C'est où ça. il y avait le salon Là. pour les kayakistes. Ouais. C'est ça. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets cette délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Petelet va nous parler des tarifs de location d'un logement T4 duplex à l'école de Fortville. Dispose d'un logement à l'école de Fortville qui sera vacant au 1er juin 2012. En vue d'une mise à disposition éventuelle via une convention de mise à disposition à titre précaire et révocable, il convient de fixer le montant de la redevance mensuelle afférente à ce logement. Ce logement est un type T4 duplex d'une surface d'environ 135 mètres carrés situé au premier étage de l'école de Fortville. En octobre 2010, l'évaluation de la valeur locative de ce logement était faite pour un montant mensuel de 317 €. Il y a lieu de revaloriser le montant de cette redevance en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers, en prenant en compte le dernier indice connu au jour de l'évaluation. Alors, au troisième trimestre 2010, cet indice était à 118,70 et au troisième trimestre 2011 à 120,95. Si on réévalue en fonction de cela, on arrive à une redevance à 323 € mensuels. La dite redevance sera réactualisée chaque année au 1er novembre sur la base du même trimestre, troisième trimestre. Il est ici précisé que toutes les charges afférentes à ce logement seront à la charge exclusive du locataire. Ces dispositions seront applicables à compter du 1er juin 2012. Il vous est donc proposé d'accepter les propositions ci-dessus, de fixer le montant de la redevance mensuelle pour une mise à disposition précaire et révocable à la somme de 323 €, d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Oui, Madame Valdener. C'est un logement réservé? C'était un logement réservé instituteur. Ça l'est plus? Ou c'est un logement social ou c'est... C'est un logement Non. qui appartient à la commune. Il est plus réservé puisqu'il n'y a plus d'instituteurs qui ont droit à ce type... voilà. Non, c'est simplement que 323 € pour 135 mètres carrés, c'est vraiment plus qu'accessible. Oui. Et c'est pas très cohérent avec les loyers que vous avez proposés pour les hockeyeurs. C'est la même. Mais l'origine est la même, madame. Oui, c'est mais pas moi du qui tout les fais. mêmes prix. Non, mais vous téléphonez à Monsieur Fauquer et puis vous expliquez avec lui. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Monsieur Fauquer, c'est l'ancien TPG, c'est-à-dire maintenant le directeur départemental des finances et des impôts. Donc aujourd'hui, c'est eux qui fixent les prix. C'est pas moi qui fixe les prix. Moi, je trouve complètement aberrant les prix qui sont fixés aujourd'hui par les domaines. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Le terrain qui est derrière la gendarmerie, entre la DDE et la gendarmerie, que nous souhaitions pouvoir mettre à disposition des HLM qui vont se construire pour faire des jardins familiaux, on a demandé à l'acheter. Les services des domaines nous en proposent 500 € du mètre. Bien entendu, 500 € du mètre. On délire complet. Ça veut dire que comme il y a à peu près 1000 mètres de terrain, ça veut dire qu'on aurait pour 500 000 € d'achat de ce bout de terrain. Donc il n'en est pas question. Et à côté de ça, on a des tarifs complètement dérisoires qui sont même bien inférieurs aux prix pratiqués dans les HLM. Oui. Que ce soit pour les pour les appartements des hockeyeurs et que ce soit... Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont vétustes, qui n'ont pas eu d'entretien, mais ceci étant... Oui, non mais... Ceci étant, je constate, moi, si vous voulez, que effectivement, ça ne veut plus rien dire. C'est pas très cohérent, voilà. C'est incohérent, complètement. On est d'accord.
Mais c'est vrai que c'est incohérence. Mais vous savez, cette incohérence, on l'avait vu pour la Chape. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Chape. La Chape, quand le département l'a acheté, il l'a acheté 1,1 million. 1,1 million. Ça a été revendu 1,3 million. Et quand ça a été vendu aux Anglais, ça a été estimé à 2,5 millions ou 2,7 millions. Donc. Et ça, en l'espace de la première vente, s'était faite en 2004. Ensuite, c'était 2006 ou 2007. Et puis ensuite, c'était 2008. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez qu'un terrain et une bâtisse dans cet état peut doubler en moins de 3 ans ou 4 ans, même sur le territoire briançonnais? C'est hallucinant. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. C'est chaque fois le prix des domaines qui a été mis en œuvre. Vous savez, moi, chaque fois, je saute en l'air quand je vois ça. On prétend qu'on aide les communes pour éviter la spéculation foncière. Quand on me propose un terrain comme celui que j'énonçais tout à l'heure à 500 € du mètre, on se dit qu'on se tire des balles, quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Bien. Ceci étant dit, on va mettre ces délibérations au vote quand même. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc vote à l'unanimité. Merci. Alors, concernant les sports, attribution de la base de canoë-kayak de l'avenue Jean Moulin. Madame Marchello quitte la salle. Donc, c'est Monsieur Pétieux qui rapporte. Merci, Monsieur le maire. Dans le but de redynamiser les sports d'eau vive ainsi que l'activité économique liée aux sports d'eau vive, en partenariat avec le club local, en date du 19 mars 2012, la commune a publié dans les colonnes des annonces légales du quotidien Le Dauphiné Libéré un appel à candidature afin de rechercher un gestionnaire qualifié pour sa base de canoë-kayak, 6 avenue Jean Moulin. À la limite des réponses, soit le 6 avril 2012, à 16h, la commune a enregistré 2 dossiers de candidature et a suivi la procédure ci-jointe dont vous avez le descriptif. Donc il est proposé ce soir au conseil municipal de suivre l'avis de la commission de sélection en attribuant la gestion de la base de canoë-kayak à la société Rivière Évasion pour les motifs suivants, à savoir candidat ayant une grande expérience dans le domaine de l'enseignement, de la promotion et de la formation des sports d'eau vive et qui dispose d'un parc de matériel assez développé. En outre, ce candidat propose une redevance supérieure à celle fixée. Étant précisé qu'en vue de l'exploitation de la base de canoë-kayak, il y aura lieu de régulariser avec le candidat attributaire une convention d'occupation domaniale précaire et révocable dont un projet est joint à la présente délibération. Cette convention d'occupation domaniale précaire et révocable sera consentie pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois sur demande expresse de l'occupant, avec un effet au 1er juin 2012, moyennant le versement d'une redevance annuelle d'un montant de 3 000 €, stipulée, payable annuellement et d'avance, laquelle redevance sera réactualisée chaque année au 1er juin en fonction de l'évolution du coût de la construction publiée par l'INSEE. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter les propositions ci-dessus, d'attribuer l'exploitation de la base de canoë-kayak à la société Rivière Évasion selon les termes fixés ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire et la suite. Bien. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Madame Waldener. J'avais juste une question, effectivement, c'est des gens de grande expérience, mais je crois qu'ils travaillent déjà avec le club. Mais est-ce qu'il y a un tarif pour les jeunes briançonnais sur les pratiquants à l'année, tout ça? Là, on est dans la mise à disposition de la base dans une exploitation commerciale. Et parallèlement à ça, dans la convention, alors il faudrait regarder les articles, ils ont obligation de fournir un certain nombre d'intervenants au club.
au club de canoë-kayak. C'était à la fois dans le but de redynamiser l'activité économique et de réimplanter sur Briançon du sport d'eau vive, et c'était aussi pour amener un soutien logistique au club de canoë-kayak qui était vraiment en perdition. Et en associant tout ça, on va redynamiser la zone. Non, mais j'espère qu'avec cet élan, ça peut redynamiser, en sachant que le club de canoë-kayak, en termes d'inscription, coût licence, c'est le moins cher de toutes les associations sportives du Briançonnais. Et il y a un coût de licence qui est inférieur à 100 €. Tous ces éléments sont dans l'article 17 de la Convention. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais mettre cette délibération au vote. Quels sont ceux qui... Ah, pardon, monsieur... Bah, allez-y. Non. Importante. Tout à fait. Nous sommes bien d'accord. Merci, monsieur Simon. Bien, donc je mets cette délibération au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Toujours dans le cadre du sport, aide à l'organisation du 37e semi-marathon Névache-Briançon. Monsieur Pétieux, toujours. Oui, on a de nombreuses délibérations, donc on va faire vite. Donc c'est un copier-coller. C'est un copier-coller de l'an dernier. C'est la même attribution de subventions, c'est la même aide logistique, c'est quasiment la même convention. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'intervention des différents services municipaux, services des sports, services techniques, police municipale, pour l'installation de matériel technique et pour assurer le bon déroulement de l'ensemble des manifestations, et toujours d'autoriser monsieur le maire et la suite. Très bien. Donc, y a-t-il des interventions? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Maintenant, toujours dans le cadre du sport, aide à l'organisation du mondial de l'escalade qui aura lieu du 16 au 21 juillet 2012. Et c'est monsieur Daventure qui nous rapporte. Oui, je me remercie. Je vais reprendre les propos de monsieur Pétieux. C'est pratiquement un copier-coller de ce qu'on a fait l'année dernière. Pour remarquer aussi que les budgets sont pratiquement identiques, à quelques centaines d'euros près. Donc, je demande d'autoriser monsieur le maire à signer une convention d'objectifs fixant les conditions du mondial de l'escalade 2012 par l'Association des internationaux d'escalade en concertation avec la commune de Briançon, d'autoriser l'intervention des différents services municipaux, services des sports, services techniques et police municipale, pour l'installation de matériel technique et pour assurer le bon déroulement de l'ensemble des manifestations. D'autoriser à monsieur le maire ou en cas d'empêchement, un adjoint signé au nom et pour le compte de la commune la convention ci-jointe, ainsi que toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Oui, madame Estachi. Oui, bien sûr, je voterai pour puisque j'ai négocié la subvention au Conseil général avec les dirigeants donc de cette non pas épreuve mais de ce manifestation mondiale. Et puis je pense que mes collègues voteront également pour, en attendant quand même qu'un jour la communauté de communes prenne la compétence sport. Voilà. Bien sûr. Tout à fait. Mais c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, malheureusement. Madame Waldener. Oui, moi je soutiens les propos de Monique Estachi parce que c'est vrai que ce serait communautaire, ce serait bien. Après, moi, ce que je regrette, c'est que, et je l'avais dit dès la première fois, c'est que c'est un choix d'avoir organisé cette manifestation. C'est une belle manifestation, on est tous d'accord. Mais moi, à chaque fois, je regrette de ne pas avoir le bilan et de la communication, des supports médias, des passages télé, etc. Et puis le bilan des retombées économiques sur le territoire. Voilà, parce que ça fait 3 ans que j'arrive pas à l'avoir. C'est un peu dommage parce que c'est quand même intéressant pour reconduire les manifestations d'avoir ce genre d'éléments. Les problèmes des retombées économiques, vous savez très bien que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à analyser.
on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Ce qu'on sait, c'est que le soir de la finale, il y a entre 6 000 et 8 000 personnes qui assistent à la finale. On sait que toute la semaine, il y a des centaines et des centaines de personnes qui participent aux différentes manifestations qui ont lieu. Alors après, qu'est-ce qu'on cherche par rapport à ce type d'événement? Et on est effectivement des événements, c'est des images d'attractivité de touristes et puis de fidélisation de gens qui viennent dans la région. Ils viennent là aussi parce que pendant une semaine, il y a des activités festives mais aussi sportives qui les intéressent. Les retombées du Tour de France, personne ne nous les a jamais données et on les a réclamées. Monsieur Mais oui, Maire, il y a quand même des hébergements conséquents pour le Tour de France, vous le savez très bien. Quand même. Oui, mais bien sûr. En dehors des médias, il y a quand même. Mais bien sûr qu'il y a des hébergements. Mais ceci étant, quelle est la part lourde et qu'est-ce que ça apporte réellement à l'économie locale? Vous avez jamais vu de chiffres. Vous me dites les hôtels sont pleins, il y a des gens dans les restaurants et autres. Mais concrètement, de manière tout à fait pragmatique, combien ça rapporte? Effectivement. Et ça n'a jamais été fait par personne. Non. Oui, monsieur Pétieux. Oui, monsieur le maire, en réponse aussi à Catherine, en fait, c'est aussi une manière de s'inscrire dans le temps. Il y a le quantifiable à court terme, et là, on pourrait aisément diligenter au niveau de l'Office du tourisme, dont tu fais partie, au niveau du conseil d'administration, on pourrait diligenter effectivement une enquête d'impact. Mais lorsqu'on fait la promotion de la montagne l'été, on fait aussi la promotion de la montagne l'hiver. Et quand on accueille des événements qui ont une notoriété Coupe du Monde, selon la sensibilité, le background des pays, il y a des répercussions ou des impacts qu'on ne peut pas forcément mesurer par rapport à notre culture, nous, dans des pays qui sont la Russie, qui sont la Corée, qui sont le Japon, qui sont la Chine, et qui sont des participants. Et si tu veux commencer à pénétrer ces marchés qui peuvent être des marchés de demain, des marchés dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pour l'économie ski ou l'économie montagne ici, c'est une manière aussi d'accéder un petit peu à la notoriété en commençant à figurer dans un certain nombre de magazines et en diffusant comme ça ta notoriété. Alors ça, c'est un impact qui ne sera pas chiffrable tout de suite, mais c'est pour ça qu'on essaye de pérenniser cet événement, et j'espère qu'on aura le plus longtemps que possible la Coupe du Monde d'escalade à Briançon pour pouvoir aussi agir en termes de notoriété dans des pays qui nous seraient très très difficiles d'accès avec des petits moyens financiers de promotion comme on les a. Moi, je reste quand même sur l'idée qu'il y a des choses qui sont parfaitement quantifiables et que justement, on a eu le rapport d'activité de l'Office du tourisme. Ça fait déjà la 3e année, donc on pourrait quantifier qu'à cette période-là, il y a des hébergements qui sont remplis, et c'est aussi une façon d'intéresser les socioprofessionnels qui communiquent et qu'ils adhèrent à la manifestation en disant bah oui, l'année dernière on a eu telle personne, cette année on en a 4 fois plus, etc., etc. Je veux dire, c'est pas vrai. Les choses sont quantifiables. De même qu'on sait très bien à qui on donne les dossiers presse, les retombées que ça peut avoir, etc. Tout ça, je veux dire, ça se quantifie, ça s'analyse, et on peut avoir oublié quelque chose et dire l'année prochaine on va faire mieux pour telle et telle raison parce que on a dans telle publication c'était pas satisfaisant, etc. Je suis désolée. Il y a des choses qui s'analysent. Oui, il y a des choses qui s'analysent et il y a des choses qui se publient. Et quand tu publies, il faut avoir un éventail d'informations qui soit facilement digérable par les gens qui vont le lire. Aujourd'hui, dans le cadre de cet événement, de la pérennité de cet événement, il est clair qu'il y a un certain nombre de débriefings, d'analyses pour pouvoir avancer et pour pouvoir agir avec plus de notoriété et que ça ait aussi plus d'impact à court terme localement. Oui, juste, vous avez dû lire l'enquête Comet sur le mois de juillet. Le pic de fréquentation qu'il y a eu sur le mois de juillet, c'était pas la semaine du Tour de France. Alors, maintenant, ça s'analyse, mais c'était la semaine de la Coupe du Monde. Le pic d'après Comet. Voilà. Alors, bon, faut peut-être prendre ça avec des pincettes, mais c'est une analyse.
Bien. Ceci étant dit, pas d'autres interventions. Donc je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Merci. Madame Bovetto s'en va. Elle donne son pouvoir à Monsieur Djeffal. Concernant le sport, toujours, Monsieur Pétieux va nous rapporter la délibération qui concerne le centre de médecine sportive et demande de subvention au conseil régional. Oui, Monsieur le maire, on va conclure donc le sport par la médecine sportive et la demande d'une subvention de 10 000 euros au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc chaque année pour équilibrer le budget du centre de médecine sportive. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter l'aide du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le fonctionnement du centre de médecine sportive de Briançon à hauteur de 10 000 euros sur un budget prévisionnel total de 83 942 euros. D'autoriser monsieur le maire ou en cas d'empêchement un adjoint signé au nom et pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Elle était courte, je suis allé jusqu'au bout. Bien. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Si, Madame Waldener. Oui, bien sûr qu'on votera cette délibération pour une demande de subvention. Après, moi, c'est vrai que la lecture, j'avais sûrement jamais lu dans le détail le budget du centre médico-sportif et je trouve que peut-être il y a une réflexion à mener pour rationaliser les dépenses, que ce soit quelque chose qui devienne pratiquement autosuffisant. Il y a peut-être quelques économies d'échelle à faire, je ne sais pas, je trouve que c'est... Monsieur le maire, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Justement, j'étais expectatif sur cette délibération et notamment sur le budget qui nous est produit derrière, le budget prévisionnel. Et je pensais que les initiés justement allaient nous adresser des félicitations de gestion par rapport à ce budget prévisionnel. Donc il y a un certain nombre de choses et d'analyses que je laisse aux initiés, aux professionnels de la comptabilité, et puis en off éventuellement. Si vous voulez en parler, on peut en parler. Ceci dit, il faut savoir qu'il y a un certain... Si vous voulez que je peux m'en aller, moi. Hein. Non, je disais simplement que il y a un certain nombre de structures qui utilisent le CIPA, enfin le centre médico-sportif, et qui ne payent pas. Hein? Oui, c'est au travers de la subvention de la région, du conseil général. Ça ne couvre pas tout. Oui, par rapport à des positionnements qu'ils ont pour le suivi des sportifs qui font que et le CNDS que nous avons un ensemble de subventions. Mais aujourd'hui, c'est une affaire qui est très très bien gérée et on a toutes les raisons de s'en féliciter. C'est une partie qui est prise dedans. Bien. S'il n'y a pas d'autres remarques, je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Raymond Siriot va nous parler des baux et conventions et tout particulièrement de la mise à disposition du lot numéro 107 au relais de la Guisane. Voilà, ça correspond, merci. Ça correspond au... Ça correspond au petit bâtiment là qui est au pied de l'escalier du ProRail et que chacun connaît depuis pas mal de temps et qui est utilisé par l'Office du tourisme. Donc voilà, c'est la perpétuation de ce qui se passe déjà. Hein. Et il y a une petite convention qui est derrière pour plus de détails. C'est évident que l'Office du tourisme paye ce qu'il doit payer par rapport aux charges des fluides et autres. Et donc on demande au conseil municipal d'accepter ces propositions et d'autoriser le maire à signer dans ce sens. Pas de remarques. Vote contre. Abstention à l'unanimité. Merci. Alors, nous allons maintenant parler... Eh oui, il y a des hémorragies comme ça par moment. Tarif de location au 1er juin 2012,
si vous voulez bien sortir, mesdames et messieurs, est mise à disposition de 2 garages qui sont situés rue Bermond-Gonnet au profit de la MJC. Donc la commune de Briançon dispose de 2 garages vacants rue Bermond-Gonnet. Par délibération du conseil municipal en date du 30 mai 2011, la commune a fixé la somme de 30 € le tarif de location mensuel. La demande de la Maison des Jeunes souhaite disposer de ces 2 garages. Des travaux y ont été faits pour 1 400 € et nous pensons qu'il convient d'élever le montant de la redevance mensuelle de ces 2 garages à la somme de 40 €. Et donc, nous vous demandons à partir du 1er juin 2012 d'accepter ces propositions et de m'autoriser, et ainsi de suite, comme le disait tout à l'heure Monsieur Pétieux. Monsieur Cézanne, vous avez des choses à nous dire sur cette... Non, pas du tout. Bien. Ah, j'en doute pas. Quels sont... Alors, est-ce qu'il n'y a pas de remarques de personnes? Donc, je mets la délibération aux voix. Vote contre, abstention, à l'unanimité. Monsieur Sirio, s'il veut bien rentrer, s'il nous entend, est peut-être déjà parti, bien loin. Non, le voilà. Et va nous parler de la mise à disposition du bâtiment 22 du quartier Berwick au profit du département des Hautes-Alpes. Quand on dit département, c'est du Conseil général et de la DIRMED. Oui, donc ce sont dans le bâtiment 22 qui a 1080 mètres carrés, c'est la possibilité de louer 2 fois 220 mètres carrés, justement à la DIRMED d'une part et au Conseil général de l'autre. Donc vous avez les conventions de cet effet des 2 structures concernées. Et donc on demande au Conseil municipal d'approuver les dispositions, d'autoriser le maire à signer une convention alors précaire et révocable, aussi bien pour l'un que pour l'autre des organismes, et d'autoriser une jouissance anticipée au 1er juin 2012 pour les 2 organismes, enfin Conseil général et DIRMED, et d'autoriser M. le maire à signer tout ça. Alors, précédemment, c'est les camions qui étaient entreposés à Colo, mais dans un bâtiment où la commune avait aussi son matériel. Et comme pour faire chauffer les camions, il faut les faire tourner pendant au moins 1 heure le matin, notre personnel se retrouvait dans des conditions de travail qui étaient très délicates. Et donc, nous avons souhaité qu'il quitte le local dans lequel il y a des barrières, il y a un certain nombre de matériel de la commune, de manière à ce qu'on évite des phénomènes d'intoxication des personnels, au moins de désagréments. Et donc, c'est pour ceci que la demande a été faite d'un autre local et que pour l'instant, en tout cas, je dis bien pour l'instant, puisque le jury de concours qui va décider de l'avenir des quartiers écolos, tout au moins qui va nous préciser les choses, se tiendra vendredi. Et donc, à partir de vendredi, on en saura un peu plus sur l'avenir des locaux de Berwick et de Colo. Voilà. Donc, y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, je vais mettre cette délibération aux voix. Et y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Monsieur Raymond Sirio, toujours, la mise à disposition à Colo et Berwick pour les clubs. Oui, il y a un certain nombre de bâtiments qui sont utilisés, occupés par certains clubs, certaines associations depuis beaucoup de temps. Donc il s'agit d'une convention un petit peu type. Il faut savoir que ça coûte 13 344,43 € à la commune. Ça a coûté en 2011. Que pour l'eau et l'électricité. Oui, l'eau et l'électricité, oui. Et la commune souhaite soutenir les associations et clubs qui sont à l'intérieur. On connaît un certain nombre à Colo notamment, hein, mais souhaite effectivement que des conventions de mise à disposition précaires et révocables soient établies pour toutes les structures, dans la mesure où on sait que le projet Cœur de Ville va peut-être bouleverser un petit peu
l'utilisation de ces 10 locaux. On demande donc au conseil municipal d'approuver les dispositions ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires. C'est aussi une régularisation parce qu'il y a un certain nombre de clubs, d'associations, comme vient de le dire Raymond Sérieux, qui actuellement n'ont aucune convention avec la ville dans l'occupation des locaux qu'ils ont. Et donc, par exemple, les assurances et autres ne sont pas forcément... Voilà, c'est une chose impérative qu'on demande, c'est au moins l'assurance. Et après, évidemment, savoir que quand on y est dedans, on y est de manière précaire et irrévocable, puisqu'on ne sait pas trop ce que vont devenir ces bâtiments. Et puis qu'on respecte un certain nombre de règles. Absolument. Oui, monsieur Sérieux, il y a combien d'associations qui sont dans les locaux Associations et clubs, il y en a une dizaine. D'accord. Il y en a une dizaine. Pas plus, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Il y a eu surtout dans Berwick, c'était une question de locaux pour stocker des véhicules. Par contre, dans Colo, il y a des associations, par exemple le club de tir, dont personne ne met en doute le rayonnement à travers son jeune champion. Bon, il est là depuis pas mal de temps, il est bien dans ses locaux. Il y a aussi les éclaireurs qui ont été installés par nous assez rapidement, et puis à Tous en Fête, etc. Il y a quand même pas mal d'associations, dont certaines d'ailleurs sont dans des lieux de stockage de matériel qui sont même pas éclairés, quoi. Bon, voilà. Mais c'est de l'ordre de la dizaine, et je pense que dès qu'on aura régularisé avec toutes les associations et clubs, on le fera savoir. Merci. Pas d'autres remarques, je vais mettre la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Alors, nous allons maintenant parler de la convention de mise à disposition d'un logement T3 au pavillon du Champ de Mars au profit de l'association Activi. Monsieur Raymond Sérieux, toujours. Oui, d'ailleurs, les deux délibérations sont communes, oui. C'est Activi et Codicée qui, effectivement, à l'heure actuelle, utilisent le local du service animation en bas. Et donc, c'est la possibilité pour eux d'utiliser ce logement T3, tant pour Activi, qui a un objet social, que pour Codicée, qui a un objet économique. Voilà, c'est donc demander d'accepter les propositions ci-dessus, dans l'un et l'autre cas, et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents afférents. Alors en fait, il s'agit du T3 qui est au premier étage du bâtiment du Champ de Mars, qui est déjà occupé par Alpes, et une des pièces sera occupée alternativement par Codicée et Activi, qui tiennent des permanences une fois par semaine. Voilà, c'est une fois par semaine, donc, et Alpes a tout à fait collaboré volontiers. La mutualisation des locaux, c'est nécessaire dans notre cas. Alors par contre, il n'est pas impossible dans le temps, c'est-à-dire plus tard quand la structure qui est en train de se construire dans Berwick, qui est en cours de construction à l'heure actuelle pour la pépinière d'entreprise, Activi et Codicée peut-être intégreront à ce moment-là ces nouveaux locaux. Encore une délibération concernant les baux et conventions, mise à disposition des extérieurs du quartier Berwick au profit... Non. Oui, on n'a pas fait voter les deux délibérations, pardon. excusez-moi. C'est moi qui suis allé trop vite. Non, c'est moi qui suis pas attentif. Baux et conventions, donc, concernant... Codicée. Activi, donc je la mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc à l'unanimité. Et Codicée, pareil, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Et on peut passer maintenant à la mise à disposition des extérieurs du quartier Berwick au profit du SDIS. Bon, je pense que chacun... il y a une convention derrière, ça correspond effectivement à quelque chose qui est d'intérêt général, le SDIS, donc il s'agit pour le conseil municipal, on demande au conseil municipal d'approuver ces dispositions, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et à signer pour le compte de la commune tout document nécessaire.
Bon, cette mise à disposition a déjà été faite plusieurs fois et permet effectivement au personnel des sapeurs-pompiers du Briançon de faire des exercices qu'ils peuvent difficilement faire ailleurs. Et donc c'est avec grand plaisir que nous mettons ces extérieurs à disposition. Voilà. Donc pas de remarques, je mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Encore dans les baux et conventions, et toujours Monsieur Raymond Siriot. Oui, c'est à propos de la fixation du montant de la redevance au 1er août 2012 de 15 logements communaux et conventions d'occupation précaire et révocable au profit de la SA Les Diables Rouges. Simplement, il y avait un tarif qui était appliqué, puis dans le souci d'aider le club à passer des moments difficiles, on avait voté une réduction de cette participation financière, de cette location, et simplement, aujourd'hui, nous revenons au tarif qui existait avant. Voilà. Et vous avez tous les éléments dans la délibération, plus le texte de la convention d'occupation, avec les tarifs par logement. Et il est demandé au Conseil donc de fixer le montant de la redevance à la somme de 6 210 € par mois et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Monsieur Cézanne. Oui, Monsieur le maire. Nous nous abstiendrons concernant cette délibération parce que nous ne sommes pas certains que la SA actuellement est dans une situation, je dirais, très positive. Les comptes ont dû être arrêtés au 30 avril. Bon, je pense que vous avez peut-être des données à ce jour. Nous, on ne les a pas. On souhaiterait quand même avoir à la fois les résultats de la SA et de la société à laquelle la commune a cédé ses actions. Et par conséquent, dans l'attente, on s'abstiendra. Par définition, la SA ne nous doit rien. Donc ses comptes, c'est ses comptes à elle. C'est-à-dire qu'ils sont, oui. Si vous êtes sociétaire, vous pouvez y avoir accès. En tant que commune aujourd'hui, on n'a plus aucun droit de regard sur la SA telle qu'elle est constituée. Donc aujourd'hui, nous avons pris un engagement. Cet engagement, nous l'avons tenu. Aujourd'hui, oui, mais vous allez avoir la parole. Je pense quand même que, compte tenu du montant de la subvention qu'on attribue, tout à fait, la commune demande à toutes les autres associations demandant des subventions un compte de résultats, et voilà. Je vois pas pourquoi la Non, mais elle nous le donnera. Mais je veux dire, moi, j'ai pas aujourd'hui à réclamer avec la même force que ce qui pouvait se faire précédemment et qui se faisait quelquefois avec un an de retard. Y a-t-il d'autres remarques? Non? Donc je mets cette délibération aux voix. Donc vous vous abstenez. Il n'y a personne qui vote contre. Madame Baldener, vous vous abstenez aussi? Merci. Alors toujours et enfin la dernière délibération concernant les baux et conventions, mise à disposition du stand de tir court. Alors le stand de tir court, c'est celui qui est derrière la communication Y, au profit du commissariat de police de Briançon. Voilà, donc tout est dit. Hein, je n'ai rien à ajouter. Simplement, évidemment, c'est dans l'intérêt général du commissariat de police de Briançon. Et par ailleurs, la mise à disposition est précaire et révocable. Voilà, on demande au conseil municipal d'approuver les dispositions et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire. Elle est d'autant plus précaire et révocable, pardon Raymond, oui. Elle est d'autant plus précaire et révocable qu'en principe, l'année prochaine, à cet endroit-là, sera implanté le prochain réservoir de Font-Christiane. Puisque en accord avec l'architecte des bâtiments de France et les services du patrimoine de la DRAC, nous avons l'autorisation d'inclure dans le dénivelé de terrain, puisque si vous allez sur le terrain là-haut, on voit qu'il y a eu une rupture de pente qui a été creusée pour y installer ce stand de tir. Et que donc,
Ce qui a été proposé, c'est d'installer dans cette rupture de pente le réservoir et de redonner au terrain le profil qu'il avait précédemment. Donc ça a été accordé par l'architecte des bâtiments de France. Donc le caractère précaire et révocable, il est là. Oui, monsieur Cézanne, vous vouliez prendre la parole. Oui, l'année dernière, on vous avait demandé de retirer la délibération concernant Malfosse, le site de Malfosse, et on se réjouit que la proposition qu'on avait faite l'année dernière ait été retenue cette fois-ci. Non, mais vous aviez raison, et je crois que nous avons été d'ailleurs avertis par monsieur Ferru, qui habite tout à proximité de l'ancien stand de tir qui est effectivement à Malfosse, et il y avait des problèmes de sécurité. Vous avez bien fait de les signaler. Moi, là-dessus, si vous voulez, moi, j'ai pas de position de principe. Hein. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Alors, dans les délibérations